Bonjour à tous, bienvenue au webinaire consacré aujourd'hui à l'identité nationale de santé. Alors, nous allons débuter dans quelques minutes, ou on va débuter maintenant. Alors, merci à tous de votre présence. Ce webinaire inaugure la semaine INS. On est ravis de pouvoir lancer et organiser ce webinaire consacré aujourd'hui au secteur hospitalier, que nous allons donc consacrer au retour d'expérience de structures du secteur sanitaire qui ont mis en œuvre l'identité nationale de santé. Alors, tout au long de la semaine, en fait, on va partager des retours d'expérience d'utilisateurs. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le compte de l'Agence du numérique en santé, l'ANS, donc, ou le mien, Christelle Boulin. Et puis, donc, ce matin, d'ailleurs, on a partagé une vidéo sur le retour d'expérience du CHU d'Angers. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir les Hospices civils de Lyon et le groupe Vivalto, qui vont partager leur retour d'expérience sur la mise en œuvre de l'INS. Donc, j'ai oublié d'ailleurs de me présenter. Moi, je suis Christelle Boulin, je travaille au sein de l'Agence du numérique en santé et donc je suis responsable de mission et je pilote l'accompagnement du déploiement de l'INS. Donc, Margot Buguet qui est à mes côtés et qui interviendra également. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir le docteur Manuel Oliver, qui a piloté le référentiel national d'identito-vigilance et qui travaille au GRIF IES et en région PACA. Et puis, alors, côté groupe Vivalto, on a le plaisir d'accueillir Madame Papaye et Monsieur Gauthier, donc je les laisserai se présenter. Et côté HCL, donc Monsieur Desmaillé, Madame Caille et Madame Allemand. Alors, on a un programme assez chargé cet après-midi pendant 1h30. Donc, le slide suivant. Alors déjà, avant de vous présenter le programme, on voulait partager en fait la bonne nouvelle, on va dire, ce début d'année, puisqu'on a des indicateurs qui sont très encourageants sur le déploiement de l'INS. Aujourd'hui, on a 105 éditeurs qui sont autorisés par le CNDA, donc qui est la première marche vers l'intégration de l'INS dans les logiciels, donc ce qui représente 167 logiciels. On a plus de 15 millions d'appels au téléservice INSI qui ont été réalisés sur les 6 derniers mois. Et rien que sur le mois de décembre, on a près de 5 millions d'appels au téléservice INSI, 4 fois plus qu'en septembre. On a 84 solutions qui sont déployées sur le terrain auprès de 794 structures sanitaires et médico-sociales et auprès de 21 000 professionnels de santé libéraux. Donc, on est sur une très belle tendance ascendante. Alors, slide suivant. Voilà, donc l'idée cet après-midi, c'est d'une part de présenter assez succinctement l'INS en quelques mots, avec à la fois une présentation de l'INS et puis une présentation du référentiel national d'identito-vigilance. Alors, on considère qu'aujourd'hui, on va dire, toutes ces informations sont plutôt acquises par la majorité d'entre vous, donc le temps sera assez court. N'hésitez pas néanmoins à poser vos questions dans le chat. Donc, ça sera le premier point et le deuxième point. Et puis, troisième point, très concrètement, on fera témoigner donc les HCL et puis le groupe Vivalto pour qu'ils nous partagent concrètement comment s'est déroulée la mise en œuvre de l'INS dans leur structure. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Margot. Ouais, merci Christelle. Du coup, je vais, comme Christelle le disait, vous rappeler très rapidement ce que c'est que l'INS et puis les mesures phares autour de l'INS. Donc déjà, pourquoi l'INS? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, un même usager, une même personne peut avoir différentes identités en fonction de la structure ou du professionnel chez lequel elle se rend. Et toutes ces identités multiples, forcément, c'est plus compliqué pour s'assurer qu'on parle bien de la même personne, pour échanger, pour partager de la donnée de santé. C'est tout de suite plus complexe. Et donc, le projet INS vise justement à l'utilisation d'une même identité qui soit unique, pérenne, qui est partagée par l'ensemble des professionnels qui prennent en charge, qui suivent ou qui accompagnent la personne. Et donc, en réalité, l'INS, c'est plus qu'un simple identifiant. C'est pour ça qu'on parle plutôt d'identité nationale de santé.
Et donc, cette identité, elle est composée de 3 éléments. D'une part, le matricule INS, qui correspond au NIR ou au NIA de l'individu. Et puis également, bon, une deuxième composante qui n'apparaît pas sur la diapo, qui est une composante technique, je ne reviens pas dessus. Et puis une troisième composante qui sont les 5 traits de l'identité. Donc le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code de naissance. Et donc, cette INS provient des bases nationales de référence qui sont gérées par l'INSEE et qui sont interrogées via le téléservice qu'on appelle le téléservice INSEE, qui est intégré à votre logiciel et qui est mis en œuvre par l'assurance maladie. Et bien entendu, depuis le 1er janvier 2021, tous les données de santé doivent être référencées avec l'INS. Donc, je vous ai parlé du téléservice INSEE. Donc, le téléservice INSEE, il vous permet 2 opérations. La première, c'est l'opération de récupération. Bon, bah, c'est grâce à cette opération-là que vous allez récupérer l'INS. Pour ce faire, vous avez 2 modalités qui sont possibles, soit à partir de la carte vitale. Donc, la carte vitale, dans ce cas-là, c'est uniquement un support pour appeler le téléservice INSEE, ou à partir d'une saisie des traits, donc une saisie de l'identité de la personne. Ça, c'est la première opération. Et la seconde opération, c'est l'opération de vérification de l'INS. Et cette opération, elle peut être utilisée soit de manière unitaire, donc pour un usager à la fois, ou en masse pour vérifier plusieurs identités en même temps dans vos bases. Et aujourd'hui, pour accéder à ce téléservice INSEE, vous avez 2 possibilités, soit de passer par la carte CPX, donc que ce soit une CPS, une CPE ou une CPF, ou alors d'utiliser le certificat serveur. Et la diapo n'est pas à jour puisque le septembre 2021 est passé, donc vous pouvez utiliser un certificat serveur pour ces 2 opérations. Voilà. Je vous rappelle aussi les 2 conditions essentielles pour pouvoir utiliser l'INS, pour pouvoir qualifier en fait l'INS. La première opération, c'est de vérifier l'identité de l'usager. Donc ça va se faire à partir de ce qu'on appelle un dispositif d'identité à haut degré de confiance. Donc la liste est listée dans le référentiel national d'identité-vigilance, dans le RNIV. Donc, c'est notamment le fait que l'usager doit représenter sa pièce d'identité. Donc, ça peut être la carte nationale d'identité, le passeport, etc., etc. Ça, c'est la première opération, donc l'identité-vigilance. Et la seconde opération, la seconde condition pour pouvoir qualifier l'INS, c'est de faire appel donc, au téléservice INSEE, soit pour récupérer ou pour vérifier l'INS. Ça, c'est ce qu'on a vu sur les diapos juste avant. Et donc, c'est uniquement quand ces 2 conditions sont réunies que vous pouvez utiliser l'INS pour référencer les données de santé. Alors, l'INS, une fois qu'il est qualifié, sa vocation, c'est d'être échangé, d'être diffusé, d'être partagé avec soit en interne de la structure et également vers l'extérieur. Donc, sur le plan informatique, pour tout ce qui est échange via des flux informatiques, vous avez un document qui a été élaboré et qui spécifie la manière dont l'INS doit être véhiculé dans les différents standards d'échange, etc., etc. Et puis, sur la partie plutôt affichage, donc sur tous les documents de santé qui peuvent être imprimés, édités, il faut que l'INS apparaisse d'une part en clair, donc l'INS, le matricule et les traits d'identité, mais également que l'INS apparaisse sous la forme d'un data matrix, donc c'est une sorte de QR code qui va contenir également l'INS. Donc, en résumé, pour vous résumer de manière très synthétique les impacts de l'INS, et puis les établissements, Vivalto et l'Hospice civil de Lyon pourront revenir plus en détail là-dessus. Donc, côté professionnel, professionnel de santé, structure, les principaux impacts, c'est de récupérer l'INS de l'usager, de sécuriser l'identification de l'usager. Donc ça c'est conformément aux mesures du RNIV. Et puis, bien entendu, une fois que vous avez fait ces 2 conditions, que vous avez qualifié l'INS, c'est de référencer les données de santé avec. Côté usager, côté patient, ce qui va changer pour eux, c'est qu'ils vont devoir apporter la preuve de leur identité lors d'une première prise en charge ou lorsque vous les reverrez, ils devront vous présenter une pièce d'identité au moins une fois. Et puis pour les éditeurs, eux, ont
3 marches à franchir, on va dire. Une première marche qui est d'intégrer le téléservice INSEE pour vous permettre d'appeler le téléservice INSEE. Donc ça, il y a une autorisation qui est une autorisation accordée par le CNDA qui permet de tamponner cette partie-là. La deuxième marche à franchir pour un éditeur, c'est d'implémenter le retour de l'INS correctement dans les logiciels. Et donc ça, c'est à faire conformément au guide d'implémentation. Et sur ce point-là, c'est le Ségur, le référencement Ségur qui va venir tamponner si votre éditeur est conforme ou pas. Et puis, la dernière marche à franchir pour l'éditeur, c'est une fois qu'il est en capacité d'habiliter le service INSEE et que le logiciel est conforme au guide d'implémentation, c'est de diffuser l'INS correctement aux autres logiciels. Et en synthèse très très rapide, donc l'INS, c'est une entité qui est unique, qui est pérenne, qui permet de faciliter l'échange et le partage de données de santé entre les professionnels qui prennent en charge l'usager, le patient. Donc il est composé d'un identifiant, d'un numéro, le matricule INS, des 5 traits d'identité qui proviennent des bases de l'état civil, que vous récupérez via le téléservice INSEE, pour pouvoir le qualifier, pour pouvoir l'utiliser, vous devez également respecter les règles qui sont décrites dans le RNIV, dans le référentiel national d'identité-vigilance. Et ensuite, une fois que l'INS est qualifié, vous pouvez le diffuser, que ce soit sous format papier ou sous format dématérialisé. Emmanuela, donc je te laisse la parole. Du coup, on a j'ai pas mal parlé du RNIV, du référentiel national d'identité-vigilance. Et donc, Manuela va vous présenter plus en détail ce référentiel. Merci Margot. Donc, comme l'a dit Christelle en introduction, ça va être une présentation quand même raccourcie et on ne va parler que des mesures finalement qui sont relatives à l'INS, sachant que dans le RNIV, il y a aussi beaucoup de mesures de gouvernance, d'identification secondaire et de gestion des risques. Donc, finalement, j'ai envie de dire, en tant qu'identito-vigilant, l'arrivée de l'INS, ça a été une opportunité pour l'identito-vigilance. Ça faisait très longtemps que les référents demandaient un référentiel opposable, un texte opposable, et on n'avait pas vraiment été entendu sur le sujet. Grâce à l'INS, nos autorités nationales se sont rendues compte que c'était important, et même si ce n'est pas encore une vigilance réglementaire, nous disposons maintenant d'un référentiel national opposable, qui est le RNIV, qui est composé de plusieurs volets, puisque comme il est opposable à tous, il y a les principes communs, et puis après, il y a une déclinaison d'organisation en fonction du type de structure sanitaire, médico-sociale, libérale, pour faire assez court. Ce RNIV, il a été rendu opposable par un arrêté paru en début juin 2021, qui est l'arrêté du 27 mai, qui porte approbation des modifications apportées au référentiel INS. Et donc, il y a 3 documents qui sont rendus opposables, le référentiel INS V2, le RNIV et le guide d'implémentation. Voilà. Alors, on va passer aux mesures phares, donc de façon assez raccourcie et vraiment très ciblée sur l'INS. Ce que dit le RNIV, c'est déjà pour créer une identité, il y a un certain nombre de traits qui doivent obligatoirement être saisis. Donc, en ce qui concerne le nom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance et le sexe, pas de changement, je pense, par rapport à vos habitudes, puisqu'on le saisissait tous jusqu'à présent. Par contre, ce qui était peu saisi, c'était le lieu de naissance. Donc là, le lieu de naissance devient obligatoire pour créer une identité, sachant que le RNIV a prévu une façon de le renseigner si le lieu de naissance est inconnu. On est en urgence, par exemple, on ne connaît pas le lieu de naissance, il y a une façon de le renseigner. Ce que dit le RNIV aussi, c'est si l'usager est éligible et si on est dans les conditions qu'on juge de sécurité suffisante, il faut interroger le téléservice INSI et compléter cette identité par les traits de l'INS. Donc, cette identité va s'enrichir avec la liste des prénoms de naissance, le matricule INS et son identifiant technique, l'OID. Le RNIV parle également de traits complémentaires, on les connaît tous, ce n'est pas une nouveauté, mais en faisant un focus particulier sur ce qui a été appelé le nom utilisé et le prénom utilisé,
en changeant volontairement les termes pour se démarquer finalement des termes de l'état civil où on parle de nom d'usage et de prénom usuel. Et ce que dit le RNIV, c'est si ces deux traits sont différents du nom de naissance et du premier prénom, il faut les saisir. Les règles de saisie des traits d'identité qui sont décrites dans le RNIV sont finalement identiques à celles de l'INS. C'est-à-dire qu'on a souhaité finalement qu'il y ait le moins de, entre guillemets, perturbations possibles des professionnels de l'accueil et de faciliter l'étude de cohérence entre l'identité locale et l'INS, ce qui fait que le format de saisie est exactement calqué sur ce qu'utilise le téléservice et sur le format de l'INS finalement. Vas-y, diapo suivante. Alors, on arrive sur les statuts et les attributs de l'identité. Vous connaissiez probablement tous deux statuts finalement qui étaient utilisés assez couramment dans les référentiels identité, le statut identité provisoire et le statut identité validée. Le statut identité provisoire, c'est le statut par défaut d'une identité créée localement si on n'a pas pu contrôler sa cohérence par rapport à une pièce d'identité de haut niveau de confiance. Si on dispose d'une pièce d'identité de haut niveau de confiance et qu'on peut contrôler la cohérence de l'identité, à ce moment-là, par une action volontaire de l'utilisateur, on peut passer cette identité au statut identité validée. Et je précise action volontaire de l'utilisateur puisque le RNIV interdit explicitement et formellement l'utilisation de scripts de validation automatique que pouvaient vous proposer certains éditeurs de logiciels. Ce n'est pas parce qu'une identité n'a pas été modifiée depuis 72 heures, par exemple, qu'elle est juste. On ne s'est peut-être pas aperçu de l'erreur. Hein. Mais vous voyez que ces deux statuts, finalement, identité provisoire et identité validée, ils ne renseignent pas sur la présence ou pas de l'INS. C'est pour ça qu'on rajoute deux autres statuts. Le statut identité récupérée, qui correspond à une identité INS, donc qui a été récupérée par interrogation du téléservice, mais non contrôlée, dont la cohérence n'a pas été contrôlée par rapport à une pièce d'identité de référence. Pourquoi il y a ce statut récupéré? Il fallait tenir compte de toutes les organisations des établissements, y compris de ceux qui choisissent de faire de la validation d'identité en back-office, sachant qu'il est plus simple, on va dire, finalement, et on a plus de chances de succès si on fait appel au téléservice par lecture de la carte vitale, et cette carte vitale, forcément, on ne l'a que si l'usager est présent, en front office. Enfin, le dernier statut, qui est le statut de plus haut niveau de confiance, c'est le statut identité qualifiée, le seul qui permette la transmission et le référencement des données par le matricule et son OID. Et c'est donc vers ce statut qu'il faut tendre si on veut pouvoir utiliser, référencer les données et les partager avec l'INS. Le RNIV dit également quelque chose qui est très important. Il dit les traits de l'INS vont remplacer les traits locaux à partir du moment où on a fait appel au téléservice et donc où l'identité a à minima un statut récupéré et a fortiori un statut qualifié. Pourquoi? Parce que l'existence finalement de deux jeux de traits dans un même dossier a été jugée à risque pour la prise en charge de l'usager. Le RNIV parle également de quelques attributs de l'identité. Si l'utilisation des statuts est obligatoire, l'utilisation des attributs est facultative, mais évidemment recommandée. Les trois attributs qui sont mis à l'honneur sont les attributs identité homonyme, identité fictive et identité douteuse. Pour identité homonyme, cet attribut est utilisé finalement pour attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'identités proches dans le référentiel d'identité. Et cet attribut homonyme peut évidemment être lié à tous les statuts de l'identité, y compris les statuts récupérés et qualifiés. Pour les deux autres statuts, identité fictive et identité douteuse, ceux-là ne peuvent être liés qu'au statut, identité provisoire
et la présence de ces deux attributs interdit l'appel au téléservice INSI, parce que identité douteuse est utilisée quand on a un doute sur l'identité alléguée par l'usager, et identité fictive est utilisée quand on utilise volontairement une identité fictive qu'on crée, puisqu'on ne connaît pas l'identité de l'usager ou qu'on se trouve dans un cas d'anonymat légal, par exemple. Je pense que je vous ai tout dit sur cette diapositive. Et j'ai vu qu'il y avait plein de questions dans le chat. Oui, alors merci beaucoup Manuela et Margot. Alors oui, il y a eu pas mal de questions, mais on est en train d'y répondre. Donc il y a Elsa qui est présente également. Donc, et normalement, voilà, on est en train d'apporter des réponses à toutes les questions. Mais n'hésitez pas, on a un petit temps. Voilà, Elsa, n'hésite pas à prendre la parole si besoin. Mais je pense que c'est OK. Voilà, oui, donc je pense que c'est bon. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre. Margot, je te laisse la main. Oui, il n'y avait pas besoin qu'on revienne du coup sur certaines questions. Les réponses étaient claires Oui, a priori, oui. Ouais, ouais. Il y a juste INS récupérer remplace les traits en local, même si pas qualifié. Oui, c'est ça, c'est l'idée. À partir du moment où vous avez récupéré l'INS, que ce soit sur statut récupéré ou qualifié, ça remplace l'identité locale. Ok, parfait. Complément, Margot. Oui. Si vous avez fait appel au téléservice et que vous ne souhaitez pas finalement récupérer ces traits parce que vous trouvez qu'ils sont discordants avec les traits de la pièce d'identité, etc., vous ne récupérez pas, vous gardez vos traits locaux et à ce moment-là, votre statut restera soit provisoire, soit validé. Oui. Alors, je vous propose qu'on poursuive. Je vais vous présenter très rapidement les premières actions que vous pourrez mener si ce n'est pas déjà fait pour vous préparer à l'arrivée de l'INS. Et puis ensuite, on laissera la main donc, aux Hospices civils de Lyon et au groupe Vivalto pour qu'ils puissent partager leur retour d'expérience. Donc, sur la première action que nous, on vous invite à faire, c'est vraiment de réaliser votre état des lieux, enfin de faire un état des lieux de vos pratiques, que ce soit en termes d'identité-vigilance, d'organisation et de système d'information. Et pour ça, vous avez un questionnaire d'auto-évaluation qui est à votre disposition sur notre site. Merci. Qui est à disposition sur notre site, qui existe en version spécifique pour le sanitaire. Donc, je vous invite vraiment à vous appuyer là-dessus. On l'a réalisé donc avec le 3 Rives. Et ensuite, une fois que vous aurez fait cette première étape de cadrage, d'état des lieux, on a identifié une douzaine d'actions à réaliser qu'on a classées en 3 chantiers, donc orga, identité vigilance, système d'information et la partie plus juridique. Je ne rentre pas plus dans le détail. Sachez en tout cas qu'on a un guide qui est à votre disposition, pareil, sur notre site, qui s'appelle le guide d'accompagnement à la mise en œuvre de l'INS, où on rentre plus dans le détail. Voilà. Et du coup, je vais laisser la main aux Hospices civils de Lyon. Ok, bonjour, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Philippe Desmaillets, je travaille à la direction des services numériques des Hospices civils de Lyon et j'ai participé à l'implantation de l'INS dans notre établissement. Bonjour, Laurence Caille, je suis directeur adjoint à la direction des affaires financières et je coordonne la chaîne d'admission facturation et l'ensemble des équipes de bureau des admissions, facturation et du service social. Bonjour, je suis Fanny Liallement, donc je suis responsable identito-vigilance au sein de la direction des affaires financières. Je travaille avec Madame Caille et du coup j'ai mis en collaboration avec l'équipe informatique et le SGM mis en place l'INS au sein des Hospices civils de Lyon. Alors, on propose de vous redonner quelques éléments de contexte pour les Hospices civils de Lyon de la mise en place de l'INS. De manière opérationnelle, nous avons mis en œuvre le téléservice donc début octobre 2021, ce qui nous fait un petit temps de recul maintenant. C'est à la fois court, mais ça a été quand même assez riche. Vous verrez dans la suite de la présentation.
Pour le calendrier de mise en place de l'INS, en fait, il a été très fortement influencé par le programme du volet numérique du Ségur SONES, puisque nous voulions remplir les critères qui sont prévus sur la qualification des INS sur le premier semestre 2022. Donc, nous voulions être opérationnels, bien sûr, au 1er janvier 2022, mais en ayant eu quelques semaines, voire quelques mois précédents pour valider notre démarche et le bon fonctionnement de tous nos processus. Donc, nous avons fait donc un rétro-planning à partir de cette échéance-là. Donc, 50% de qualification d'identité pour les patients hospitalisés sur le premier semestre 2022. C'est un objectif qui est assez ambitieux compte tenu de notre volumétrie, puisque nous avons environ 4 millions d'identités pour lesquelles nous disposons d'une pièce d'identité. Alors, on a même largement dépassé la barre des 4 millions. Ce qui signifie que nous avons un nombre d'appels au service INS très important et nous avons un choix qui est induit par le logiciel que nous utilisons, qui est le logiciel Pastel de l'éditeur MIPI, avec un appel automatique pour tous les dossiers d'hospitalisation. Et donc, pour chacun de ces appels, on va avoir soit une qualification automatique, puisque nous serons à 100% de rapprochement entre notre identité connue localement et l'identité connue dans le service INS, où on aura une discordance, et cette discordance, elle sera à qualifier avec un examen humain. Ce que l'on voulait mettre aussi dans les éléments de contexte, cette approche INS est une continuité dans notre action vis-à-vis de l'identito-vigilance, puisque depuis très longtemps, nous avions identifié ce sujet à part entière avec des outils, avec des supports, avec des règles qui étaient appliquées sur l'ensemble des établissements, et donc une culture d'identito-vigilance partagée à la fois par les professionnels de santé, à la fois par les professionnels de l'admission et les équipes informatiques. Donc finalement, l'INS est une étape de plus dans la façon de traiter nos processus dont nous disposions. Donc, moi, je vais vous faire un petit focus donc, sur l'approche technique, puis je laisserai Fanny Allemand et Laurence Caille vous parler de l'approche métier. Bien évidemment, la première étape a été de vérifier avec l'éditeur de notre logiciel Pastel, donc avec le MIPI, les versions qui allaient proposer l'appel au téléservice pour les rendre compatibles avec notre calendrier. De ce point de vue-là, nous n'avons pas eu de problème puisque le MIPI avait très largement anticipé ce projet et nous a donc délivré les versions compatibles suffisamment en amont pour que nous puissions les tester et les implanter pour ce fameux démarrage en octobre 2021. Dès le début du projet, même si nous n'avions pas tous les éléments techniques, nous avons construit le projet d'interopérabilité pour tous les autres applicatifs. Donc avoir le souci dès le début de transmettre cette INS aux autres applications métiers de notre système d'information. On y reviendra un petit peu plus tard. C'est un chantier qui peut être plus ou moins conséquent en fonction du contexte, du nombre d'applicatifs que l'on utilise et éventuellement des outils. Et puis, chaque fois qu'on a eu de grosses étapes sur notre base de patients, nous en avons profité pour faire un audit de notre base patient. Alors, nous l'avions déjà fait en 2015, parce que nous avions changé de logiciel de gestion administrative. Et on a profité aussi de l'INS pour refaire une photographie sur notre base. Alors, quand je dis photographie, c'était vraiment pour vérifier la qualité, pour vérifier le taux de doublon ou de triplon, et d'identifier des listes de travail à traiter dans un délai assez court pour démarrer le service INS dans de bonnes conditions. Globalement, comme on avait déjà fait ce travail précédemment, on avait un niveau de qualité qui était déjà bon, mais on en a profité pour consolider nos acquis sur cette opération particulière d'audit. Voilà pour l'approche technique.
je vais laisser mes collègues parler de l'approche métier. Merci Monsieur Desmaillet. Donc je vais commencer par l'approche métier. Donc la première étape du côté métier, c'était de s'approprier le RNIV lors de sa publication en début de janvier 2021, afin de voir, de comparer avec les règles d'identito-vigilance que nous appliquions déjà aux hospices civils de Lyon, et de voir les différences que nous avions, et à savoir s'il fallait rajouter ou modifier certaines règles que nous avions mis en place. Donc, on est allé pas à pas. On a mis en place progressivement de nouvelles règles d'identito-vigilance qui ont été induites par la mise à jour du logiciel Pastel, justement. Donc, ça s'est fait progressivement au cours de l'année 2021. Nous avons commencé donc 8 mois avant le déploiement de l'INS, en introduisant, par exemple, l'enregistrement de tous les prénoms qui étaient présents à l'état civil. Jusqu'à peu avant, nous n'enregistrions que le premier prénom et nous ne mettions pas les autres prénoms. On avait commencé à le faire petit à petit, mais là, on a du coup rendu cette règle obligatoire. On a également demandé à ce que le lieu de naissance soit renseigné obligatoirement et non plus laissé un champ vide. La plupart du temps, le lieu de naissance était bien renseigné, mais maintenant c'est devenu obligatoire et c'est bloquant si ça ne l'est pas, si ce n'est pas enregistré sous l'identité du patient. Et enfin, on a terminé la dernière règle d'identito-vigilance avec l'introduction des tirets et des apostrophes qui sont présents sur l'état civil du patient au niveau de son nom et de ses prénoms. Voilà, tout ça s'est fait progressivement. Donc, les agents des bureaux des admissions ont pu intégrer petit à petit toutes ces règles. Ça s'est très bien passé. Et puis, en parallèle, donc tout ce qui est process de recueil d'identité est créé, et nous les avons mis à jour et nous avons créé de nouveaux process liés justement à l'introduction de l'INS et à la future qualification que nous allions devoir appliquer. Entre-temps, donc comme Monsieur Desmaillet l'a souligné, il y a eu un audit qui a fait remonter un certain nombre d'anomalies entre guillemets que la cellule Identito a étudié justement pour pouvoir corriger ces identités ou vérifier qu'il n'y avait pas d'anomalie justement. Donc on s'est focalisé sur des listes de doublons d'IBP valides, sur peut-être des erreurs de saisie de sexe ou de date de naissance qui paraissait incohérente, et au final, on s'est aperçu soit que c'était cohérent, ou soit on a corrigé quand on s'en est rendu compte qu'il y avait des erreurs. Et enfin, pour terminer, un mois avant à peu près la mise en place de l'INS, j'ai fait le tour de tous les bureaux des admissions, organisé des petits ateliers pour expliquer ce qu'était l'INS, que ça allait impliquer, et former tous les agents des bureaux des admissions dans la mesure du possible à ces nouvelles règles pour qu'ils ne soient pas surpris lorsque l'INS serait déployé dans Pastel. Voilà la diapo suivante. Donc, du coup, l'organisation que l'on a mise en place pour au niveau identito-vigilance, c'est évidemment s'approprier par tous les acteurs du RNIV. Donc, au début, quand le RNIV a été publié en début d'année 2021, ça a généré beaucoup d'inquiétudes de la part de certains professionnels, comme nous étions en relation avec l'EFS, l'hémovigilance, certains cadres de santé ou certains responsables de bureau des admissions étaient très inquiets, avaient peur que ça révolutionne l'identito-vigilance aux hospices civils de Lyon. Donc, il a fallu les rassurer en leur rappelant en effet que nous avions déjà beaucoup de règles d'identito-vigilance mises en place et conformes à celles qui étaient notées dans le RNIV, et qu'il fallait juste rajouter quelques petites règles et que ça allait très bien se passer par la suite. Donc toutes ces nouvelles règles ont été bien acceptées par les agents. Et du coup, ça leur a permis de comprendre encore plus qu'avant, la nécessité d'avoir une identité la plus complète possible, et que ça pouvait justement éviter tout ce qui était mélange de patients, notamment en cas d'homonymie, pour qu'ils fassent le choix du bon IPP, du bon patient. Donc c'était plutôt bénéfique dans ce sens-là. Ça a permis de rappeler évidemment les règles d'identito-vigilance dans leur ensemble. La seule petite
petite difficulté qu'il y a eu, c'est en fin d'année, lorsqu'on a déployé les nouveaux écrans de la gamme, mi-décembre, justement avec la mise en place de l'INS et l'introduction, comme le RNIV le voulait, l'introduction de la notion de nom utilisé et de prénom utilisé, qui a un peu perturbé les agents des bureaux des admissions, mais c'est rentré dans l'ordre. Ils ont compris ce qu'on entendait par nom utilisé et prénom utilisé. Donc cette année, l'année dernière, 2021, a été très riche au niveau identito-vigilance et il y a eu de nombreux changements. Donc ça s'est très bien passé. Maintenant, il faut juste veiller à ce que toutes ces connaissances soient maintenues, qu'il n'y ait pas de petites erreurs qui apparaissent, surtout avec les nouveaux agents qui risquent d'arriver. Il faut bien qu'ils s'approprient toutes ces règles pour que tout se passe bien au niveau de l'identité du patient. On a aussi, au niveau de l'organisation, comme M. Desmaillet l'a fait remarquer, nous, évidemment, ce sont les IPP valides, hein, ceux qui ont été vérifiés selon l'appui d'une pièce d'identité officielle, qui sont concernés, et on a limité le champ d'intervention de l'INS au niveau des hospitalisations, parce que nous avons de nombreux passages aux hospices civils de Lyon qui fait que nous ne nous sentions pas en capacité de gérer aussi bien les soins externes que les hospitalisations. Donc nous avons pour l'instant déployé uniquement sur les hospitalisations. Donc nous avons deux champs de qualification des IPP. Donc nous avons la qualification automatique qui est transparente pour les agents des guichets qui font leur admission classiquement sans se préoccuper de qualifier eux-mêmes l'IPP. Nous avons un taux de 20% environ de qualification automatique. Et sinon, toutes celles qui ne sont pas qualifiées automatiquement vont tomber dans une liste de travail qui, elle, sera étudiée en back-office par la cellule d'identito-vigilance et qui va vérifier donc toutes ces IPP tombées dans cette liste de travail et les qualifier manuellement si l'identité correspond à celle qui est mentionnée sur la plateforme INSI. Donc évidemment, il peut y avoir des écarts entre l'identité que nous avons enregistrée dans notre logiciel Pastel et sur la base d'une pièce à haut niveau de confiance et les identités enregistrées sur l'INSI. Donc s'il y a un écart qui est lié, un écart d'identité, pardon, qui est lié sur l'identité de l'INSI, nous n'acceptons pas la qualification, nous la rejetons. Par contre, nous n'informons pas le patient qu'il doit faire une démarche auprès de l'INSEE pour faire corriger l'identité sur la plateforme INSI, parce que nous ne sommes pas en capacité de contacter au niveau de la cellule d'identito-vigilance tous les patients qui sont concernés par ces erreurs d'identité. De même, s'il y a une erreur d'identité qui a été réalisée dans Pastel, du fait d'une erreur à la saisie de l'identité par un agent du bureau des admissions, nous vérifions donc si on a bien une pièce d'identité, s'il y a réellement une erreur dans notre base Pastel, et s'il y a une erreur, on la corrige et ensuite on qualifie l'IPP via la plateforme INSI. Je voulais juste apporter une petite remarque. Nous avons remarqué que les titres de séjour étaient considérés dans le RNIV comme des pièces à haut niveau de confiance. Et on a fait le constat, les bureaux des admissions et la cellule d'identito-vigilance, que ces identités étaient pas forcément juste prises correctement au niveau des titres de séjour, notamment au niveau des renouvellements de ces titres. Alors à un moment donné, l'identité peut être prise d'une certaine façon, et au moment du renouvellement, l'identité va un peu différer de l'identité initiale. Donc, on se questionnait sur la pertinence de qualifier les IPP pour les patients étrangers qui avaient des titres de séjour. Voilà, on en était à cette réflexion. Merci. Je vous laisse la parole. Voilà, pour faire un petit retour avec humilité tout d'abord, parce que comme le disait Philippe Desmaillet et Fanelli, on n'a que 3 mois de retour d'expérience. Donc c'est peu, et surtout on avait choisi cette année 2021 ces 3 mois et les mois de préparation
comme galop d'essai un petit peu pour se préparer donc à l'objectif de 50% de qualification qui nous est attribué en 2022. Donc, on va aussi s'enrichir des retours d'expérience des autres pour petit à petit nous-mêmes adapter notre stratégie et puis peut-être nos façons de procéder. Mais on a déjà essayé de retirer pour vous quelques facteurs clés de succès, quelques recommandations, quelques points de vigilance. Alors le premier, et je crois que les autres présentations le montreront, concerne les outils et surtout la scannerisation des documents. Le fait de disposer d'une GED est indispensable pour pouvoir scanner les documents d'identité et avoir des documents de confiance nous permettant ensuite de contrôler et qualifier les identités. Alors, on a la chance, nous, d'avoir des scannerisations déjà depuis plus de 15 ans, hein, mais tout particulièrement notre dernière GED, quand nous avons migré notre gamme sur Pastel, date déjà de 6 ans, donc on a beaucoup de pièces d'identité et on a pu qualifier on a pu valider beaucoup d'identités. Le deuxième point, c'est de s'appuyer sur des modes opératoires, des process métiers, et de les faire évoluer avec l'arrivée du RNIV et puis de l'INS. Donc, ce sont des outils qui permettent à tous les professionnels de se référer dès lors qu'ils ont des questions et avec la variété des situations qu'on rencontre, le fait d'avoir des process écrits mis à jour, bien calés sur le RNIV est un point d'appui pour eux important lorsqu'ils ont des questions. Le deuxième retour d'expérience concerne les acteurs et on voit que tous les acteurs de la chaîne sont très, très importants dans le succès de l'INS. Chaque acteur participe au succès de la démarche. Alors, parmi les acteurs, on a tout d'abord, on l'a pas mis là, mais c'est fondamental, il y a les équipes des directions informatiques et directions des services numériques, car elles ont fait tout le travail préparatoire avant que les personnes métiers se mettent à qualifier. Donc, les acteurs, bien sûr, informatiques sont des partenaires indispensables. Ensuite, bien sûr, les admissionnistes. Dans les facteurs clés de succès, beaucoup les accompagner, les former sur la mise en œuvre du RNIV, sur le changement des règles, parce que 2021 a été très riche en changements pour les admissionnistes. Alors, ça s'est fait, donc, comme le disait Fanny, sous forme d'ateliers, en allant rencontrer les admissionnistes, sous forme de documents support, de process mis à jour. Et puis, bien sûr, ça s'est fait par l'accompagnement sur les sites par les référents identito-vigilance, puisque dans chaque antenne de bureau des admissions, dans chaque établissement des Hospices de Lyon, il y a eu l'appui du cadre du bureau des admissions et du cadre référent identito-vigilance. Donc, toute cette équipe a permis d'accompagner, répondre aux questions et de continuer à faire ce travail d'accompagnement au quotidien. Alors, la deuxième chose que nous avons faite et qui est sans doute très différente d'autres établissements, nous avons fait un choix d'organisation pour le traitement de la qualification des INS manuels par la CIV, comme le disait Fanelli. Un choix donc de back-office et non pas un choix de qualification en front-office par les admissionnistes. Alors, on a fait ce choix au début parce qu'on ne savait pas encore trop à quoi s'attendre avec l'INS. On voulait donc pouvoir faire expertiser cette qualification d'abord par des gens dont c'est le métier permanent et qui ont à la fois l'expertise, l'habitude on va dire, de détecter les petites anomalies et puis d'être pointu sur le sujet. Et on voulait éviter aux admissionnistes d'être confrontés à une qualification sous la pression du front office, éventuellement de temps d'attente, de questions posées par les patients. Et donc, c'est vraiment un choix spécifique que nous avons fait. Alors, j'ai vu une question qui passait tout à l'heure sur les effectifs de la CIV, on va y revenir tout à l'heure. Donc, justement, quels ont été les impacts sur la cellule identito-vigilance? Alors, la cellule identito-vigilance aux Hospices de Lyon, c'est une personne. En fait, c'est un ETP réparti sur 2 personnes. Et puis, Fanelli qui encadre et qui accompagne leur travail quotidien.
Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette qualification de l'INS était une charge de travail totalement nouvelle, supplémentaire par rapport à leur travail de fond, hein, qui est la gestion des demandes de fusion, les doublons, les usurpations d'identité, et que cette charge de travail était donc importante. Ça, c'est un premier point. Donc, comme on a peu de retours d'expérience, hein, on a 3 mois, on n'a pas pour l'instant fait le choix de renforcer la CIF, mais c'est une question qui va forcément se poser, puisque elles avaient déjà je dirais, leur portefeuille de travail à temps plein, et cette charge est nouvelle. Donc, ce qu'on a pu mesurer, c'est que le temps moyen d'une qualification, c'est à peu près 1 minute 15. Sachant qu'on fait 1000 appels par jour à l'INS, 20% en automatique, elles ont chaque jour environ 750, une liste de travail de 750 identités à qualifier, et aujourd'hui, elles ne peuvent pas absorber cette charge clairement. Alors, donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles font le maximum de ce qu'elles peuvent faire. Et puis, petit à petit, on va monter en puissance notre taux de qualification. On l'a vu peut-être rapidement sur une diapo tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes à 34% à peu près de qualification d'INS sur nos IPP valides d'hospitalisation. Il faut qu'on aille vers 50%. Donc, il faudra petit à petit, qu'on trouve les moyens et la stratégie d'arriver à cet objectif. Mais ce qu'on se rend compte en confiant cette tâche à des personnes qui font ça par liste de travail, donc de volumétrie importante, c'est qu'il y a une vraie pénibilité quand même de ce traitement. Ça demande une grande concentration, et il leur faut une vigilance constante compte tenu de la variété, hein, des situations rencontrées. Donc, finalement, sur une journée de travail, elles ne peuvent pas faire ça toute la journée. Elles peuvent faire des séquences de 2 heures, peut-être 3, mais au-delà, ça devient trop, avec un risque d'inattention et une concentration trop forte. Voilà ce qu'on peut dire sur le retour d'expérience de la CIF. Encore une fois, c'est un choix que nous avons fait, faire traiter les qualifications par des personnes expertes et dédiées à ce travail. D'autres établissements ont fait le choix de le faire en front office. Donc, voilà, on verra si petit à petit, avec le temps, on évolue sur notre stratégie. Mais c'était un choix, on va dire, un peu de sécurité que nous avons fait dans un premier temps. Alors, autre chose importante, comme l'a dit Fanélie, c'est le patient. Le patient, en toute logique, doit être aussi acteur de la chaîne de qualité de l'identité, car nous rencontrons quand même un certain nombre d'anomalies et de discordances entre la qualification de l'INS et puis les éléments portés sur sa pièce d'identité. Et seul le patient peut faire corriger son identité erronée auprès de l'INSEE. Il y a un lien internet qui existe pour cela. Et notre difficulté, c'est que on n'a pas le temps, les moyens d'expliquer, de prévenir tous les patients pour lesquels on rencontre des discordances. Et il y a de forts risques que les patients n'aient pas cette démarche-là, ne le fassent pas, et qu'on continue à avoir des discordances qui ne nous permettent pas de qualifier finalement les identités, parce que les pièces dont nous disposons ne sont pas totalement conformes à ce que nous récupérons sur la plateforme INS. Voilà quelques points de vigilance, quelques points de facteurs clés de succès. En synthèse, l'INS, c'est pour nous un gain qualité sur le moyen et long terme. On va le voir avec la diapo suivante sur les échanges avec les autres logiciels. Une fois qu'on a figé l'identité avec une qualification INS, c'est une vraie sécurisation pour le patient. Ça évite que les professionnels reviennent sur des traits stricts pour une identité qui a déjà été validée, qualifiée. Et puis, surtout avec nos partenaires, dont l'Établissement français du sang, hein, quand ces éléments seront partagés de manière régulière avec l'EFS, ça sera aussi pour nos échanges avec eux un vrai plus en termes de sécurisation. Donc, Philippe va vous faire un point maintenant sur l'interopérabilité, c'est-à-dire justement avec qui nous échangeons cet INS, ou nous allons prochainement l'échanger.
Je fais juste une toute petite parenthèse parce que j'ai vu passer la question sur la liste de travail dont nous disposions dans le logiciel Pastel. Sur son principe, quand nous interrogeons le téléservice et que l'identité que nous avons en local et l'identité Inessi sont strictement identiques, donc on a un taux de rapprochement de 100%, l'identité est qualifiée. Tout ce qui n'est pas à 100% tombe dans une liste de travail avec le pourcentage de proximité entre les deux identités, et c'est une liste écran où la cellule identito-vigilant, on va prendre les lignes une à une et faire le constat de où est le différentiel, puisque tous les traits sont présentés entre l'identité locale et l'identité INS, voir quel type de correction il y a appliqué pour arriver finalement à la qualification. C'est comme ça que fonctionne le logiciel. Alors, si on vient sur l'interopérabilité, donc là, je vais être un petit peu plus technique. Donc, pour diffuser l'INS, bien sûr, il faut une interface entre deux logiciels, et ça veut dire que chaque logiciel doit avoir son connecteur. Donc, du côté de Pastel, le connecteur pour diffuser l'INS est prêt, et il faut bien sûr qu'en face, l'application destinataire soit aussi en capacité de le faire. Et tout ça, ça doit se faire avec des normes qui ont été définies, et donc seuls les connecteurs dans la norme PAM 2.10 seront en capacité de transmettre ces INS. Donc, il y a aussi une vérification à faire avec les logiciels que vous utilisez sur la capacité à accepter ce connecteur. Notre première cible, bien sûr, a été notre dossier patient informatisé. Donc, au Hospice civil de Lyon, nous utilisons la chaîne Easily. Nous sommes notre propre éditeur de notre dossier patient informatisé. Donc, dès le début du projet, nous avions planifié ce chantier d'interopérabilité. Et de plus, nous sommes à la direction des services numériques autonomes sur la gestion des flux entre applications. Nous sommes nos propres développeurs. Donc, nous avions planifié ce chantier et il a été mis en œuvre de façon opérationnelle au mois de décembre. Donc, nous avons quelques jours de recul là-dessus, et donc les identités qualifiées INS dans notre base Pastel passent à notre dossier informatisé. Sur les prochaines étapes, nous avons bien sûr trois grands pôles là, qui sont visés, qui sont l'imagerie, la biologie et le PMSI. Donc, nous avons 3 éditeurs différents pour ces sujets-là, et donc nous allons discuter de calendrier avec eux, en particulier pour savoir où ils en sont dans leur connecteur, et organiser les recettes correspondantes avant de passer à ce flux qui leur transmettra une INS. On espère faire beaucoup de choses sur le premier semestre 2022. Ça dépendra aussi de la disponibilité de ces éditeurs. On a bien sûr aussi une cible prioritaire, c'est le DMP. Donc aujourd'hui, nous communiquons bien sûr tous nos documents réglementaires vers le DMP, les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus d'examen. Et donc, l'étape suivante, c'est de toujours transmettre ces informations-là avec la donnée INS. Et pour ce faire, nous avons en région Aura, le GCS SARA qui a développé un outil qui est une plateforme régionale d'échange et qui sert de guichet de communication avec le DMP. Donc, ce que nous avons à réaliser, nous, côté Hospice civil de Lyon, c'est la transmission de l'INS entre notre dossier patient informatisé et cette plateforme SARA d'échange. Donc ça, c'est en cours de finalisation, et aujourd'hui, notre calendrier, c'est de transmettre donc l'INS au DMP au mois de mars de cette année. Voilà pour la partie technique. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Alors, profitez encore, on a quelques minutes avant de passer au témoignage suivant. Donc, alors, j'ai une question sur la charge de travail de la CIF. Donc, nous avons un ETP sur la CIF dont l'émission était bien dense avant l'arrivée de l'INS. On
estime que, donc en fonction de leur charge de travail, elles qualifient parmi la liste des 750 IPP qu'elles ont à qualifier quotidiennement, elles absorbent ce qu'elles peuvent en termes de charge de travail. Mais donc, si nous devions, sans doute pour pouvoir atteindre le taux de 50%, il faudra sans doute qu'on rajoute un ETP à la CIF, je pense, pour pouvoir absorber et atteindre cet objectif, vraisemblablement. Je voulais, si je peux, Christelle, apporter une précision, en tout cas une explication sur pourquoi le titre de séjour est apparu dans le RNIV au mois de… le RNIV qui a été publié par arrêté, alors que celui qui avait été mis sur le site du ministère de la Santé en octobre 2020 n'avait pas le titre de séjour. En fait, il y a eu pas mal de remontées de certaines régions où il y a beaucoup d'étrangers, disant nous, on a des usagers, ils n'ont que le titre de séjour. Évidemment, quand on a un titre de séjour, on ne se balade pas avec son passeport ou sa carte d'identité du pays d'origine dans la poche et quand on vient à l'hôpital. Et ils nous disaient on ne peut pas qualifier l'INS. On a donc décidé de demander au ministère de la Santé, et ça a été accepté, d'accepter le titre de séjour comme une pièce à haut niveau de confiance. Alors, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, entre régions et avec le ministère de la Santé. Et en fait, quand on réfléchit bien à l'usage, finalement, il y a deux cas de figure qui vont se présenter. L'usager se présente avec son titre de séjour. On fait appel à l'INS, imaginons, par lecture de la carte vitale. Revient une INS, elle est identique à celle du titre de séjour, il n'y a pas de discordance. Pourquoi ne pas permettre à cet usager de disposer lui aussi d'une INS qualifiée qui alimentera mon espace santé, qui facilitera l'échange et le partage, etc. L'INS revient et elle est discordante avec le titre de séjour. Dans ce cas-là, on ne qualifie pas, évidemment, voire on ne récupère pas l'INS, on ne récupère pas l'INS, mais il y a quand même un certain nombre d'usagers, si on accepte le titre de séjour, qui pourront avoir une INS qualifiée. Et l'idée, c'est quand même en respectant les bonnes pratiques d'identito-vigilance, en respectant la sécurité, bien évidemment, d'essayer de ne pas priver un usager d'une INS. Donc, voilà un peu la réflexion qui a été conduite. Oui, merci Manuela. Il y a une nouvelle question pour Monsieur Desmaillets, je pense. Quelle organisation côté DSI est-ce que vous aviez identifié un chef de projet, un référent privilégié des acteurs métiers? Comment ça s'est organisé de votre côté? Alors oui, on avait un projet identifié en tant que tel. Donc ce projet il était entièrement géré dans mon équipe. Donc on travaille toujours en étroite collaboration avec Laurence Caille et Fanny Allemand sur tous les sujets d'identito. Donc, on pose le cadre et ensuite, moi, dans mon équipe, on a vu les différentes interventions. Donc, j'avais un sous-chantier interopérabilité, un sous-chantier sur la mise en œuvre des versions pastel qui étaient proposées par l'éditeur et leur qualification, et la mise à disposition d'une base de formation pour pouvoir s'entraîner. Voilà, on est sur une gestion classique de projet autour de la gestion administrative du patient. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je ne crois pas. Voilà, ok. Il y a une question, Christelle, sur l'opposabilité de l'INS. Oui. Effectivement, alors oui, donc en fait depuis le 1er janvier 2021, il est obligatoire de référencer les données de santé avec l'identité nationale de santé, donc 1er janvier 2021. Ensuite, au printemps 2021, l'ensemble du corpus documentaire constitué à la fois du référentiel INS qui comprend toutes les exigences de sécurité par rapport à l'utilisation de l'INS, le référentiel national d'identito-vigilance, également le guide d'implémentation de l'INS, tous ces documents ont été rendus opposables donc, au printemps dernier. Et puis aujourd'hui, on a un dispositif de référencement qu'on appelle le référencement Ségur, donc référencement des solutions proposées par les éditeurs. On vous remettra aussi le lien
vers cette liste. Aujourd'hui, il y a, je crois, 5 ou 6 éditeurs des référentiels d'identité qui sont référencés et donc qui respectent, voilà, où on a vérifié le bon respect de l'ensemble des exigences demandées dans le cadre de ce corpus documentaire. Voilà, je vous propose de passer au témoignage suivant. Le groupe Vivalto, donc Monsieur Gauthier et Madame Papaye, on vous laisse la main. Oui, bonjour. Alors, Clélie Papaye, je suis coordinatrice qualité pour le groupe Vivalto Santé et chef de projet sur les programmes Open et Ségur pour le groupe également. Et donc, je vais laisser Mickaël, mon collègue, se présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Mickaël Gauthier, le directeur SI Territoire Pays de la Loire pour Vivalto Santé. Et on va vous évoquer principalement le déploiement de la Polyclinique de l'Europe de Saint-Nazaire. Alors, pour présenter rapidement le groupe Vivalto Santé, c'est un groupe de cliniques et hôpitaux privés et c'est le 3e groupe d'hospitalisation privée en France. Et il représente, comme on peut le voir à l'écran, 50 établissements de santé privés sur un maillage territorial qui couvre 9 régions. Alors, dans le cadre du programme Ségur de la santé et de la Task Force Hôpital, le groupe Vivalto Santé a choisi une démarche volontariste, puisque 2 établissements du groupe ont été pilotes sur le sujet au printemps 2021, en collaboration avec la DNS, l'ANS et la DGOS, dans le département Loire-Atlantique, dans le 44. Et donc, ce sont la clinique Sainte-Marie à Châteaubriand et la Polyclinique de l'Europe à Saint-Nazaire. Grâce à l'expérience de ces 2 pilotes, ce sont aujourd'hui 31 établissements du groupe Vivalto qui se sont positionnés dans le cadre du programme Ségur numérique, le SUNES, sur la première fenêtre, et donc qui s'engagent à atteindre les cibles des indicateurs d'usage et donc la qualification des identités, l'INS, en routine, d'ici juin 2022. Alors, le groupe Vivalto Santé, il a opté pour une stratégie de convergence de son système d'information, avec la majorité des établissements qui s'inscrivent dans un schéma applicatif corps modèle, avec le choix d'un dossier patient informatisé qui est référencé référentiel d'identité, et d'une plateforme d'intermédiation qui, pour le groupe Vivalto Santé, le choix s'est porté sur la solution Lifun. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'expérience des établissements pilotes a permis de mener des réflexions à l'échelle du groupe, aussi de construire des outils. Par exemple, on a réfléchi autour d'un kit de communication qui contient notamment des fiches pédagogiques et autres supports qui ont été réalisés par différentes instances régionales ou nationales. La conduite à tenir en cas de discordance entre les données de la carte d'identité et les données retournées par le téléservice INSI, et puis surtout d'adopter une stratégie de déploiement commune avec l'instauration d'une équipe projet. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Mickaël Gauthier, c'est un retour d'expérience du déploiement de l'INS plutôt centré sur la Polyclinique de l'Europe à Saint-Nazaire. Oui, alors le but de cette présentation, c'était de collaborer avec Clélie et en faire sous forme de rétex pour que les autres établissements puissent se servir de cette méthodo, le slide précédent s'il vous plaît, et faire une méthodo pour suivre la procédure qui est étape par étape, échelon par échelon, jusqu'au déploiement de l'INS. Vous retrouvez les différents prérequis techniques tout au long de cette présentation. Vous retrouvez le nom ESN qui évoque Europe Saint-Nazaire un peu partout dans les slides. Alors, on n'est pas parti de zéro à la Polyclinique de l'Europe. On était déjà construit depuis 2008 sur un dossier patient portant un grand nombre d'éléments prérequis à l'INS, notamment des lecteurs de cartes vitales avec des cartes CPE nominatives pour les hôtesses d'accueil, un circuit gestion électronique de documents avec une imprimante virtuelle où les cabinets médicaux libéraux, depuis leur logiciel de cabinet, pouvaient envoyer vers le DPI des documents qui nous permettaient, par un logiciel IA, de venir analyser ce document par des cartouches et des balises de données patients pour pouvoir le classer en automatique et dans le bon séjour du patient. À côté de ça, il y a un circuit papier, de dossier papier qui suit le patient durant son séjour,
avec des étiquettes code-barres qui nous permet soit de gérer l'anomalie des documents venant de l'imprimante virtuelle, soit des documents papier par un système de numérisation et de logiciel IA. Ça représentait environ 1 ETP sur ce poste-là. Vous verrez par la suite dérouler des slides qu'on a gagné du temps sur ce poste. En 2019, fin 2019, on a fait une refonte système d'information en changeant le DPI par expert santé de Berger-Levrault. Il est devenu maître d'identité, séjour et mouvement. C'est important dans le sens où maître d'identité n'est pas le maître de l'INSI, n'est pas porteur du service INSI dans la construction du programme Ségur. Une GAP qui est Web Santé, la Web Suite de Dédalus, qui lui est plus orienté circuit de facturation, donc l'AMO, l'AMC, et à l'époque qui portait le calcul de l'INSC. Autour de ça, une interface, un logiciel d'interface EAI et EDI autour de la norme HL7 IHEPAM 2.5. Fin 2020, avec ce nouveau dossier patient, on a mis en place donc, le connecteur DMP, donc V1, qui permet à tout document qu'on a typé dans le DPI de pouvoir alimenter le DMP. Également, ce dossier patient a disposé d'une boîte aux lettres applicative MS Santé qui permet d'alimenter, d'envoyer des documents directement à nos correspondants médicaux, médecins généralistes ou autres. Et on a commencé à construire des modèles directement dans le DPI pour les comptes rendus opératoires, des lettres de sortie, des sorties de sortie et autres courriers, directement avec des données durant le séjour, plus identité du patient et praticien correspondant avec leur numéro RPPS et autres. Donc, comme on le disait un peu plus tôt avec Michael, en fait, le déploiement de l'INS s'est inscrit dans le cadre du pilote Ségur numérique, et puis avec pour objectif à terme aussi d'alimenter mon espace santé. Alors, pour mener à bien le projet Ségur numérique et donc le déploiement de l'INS, ce sont 4 équipes projets qui ont été constituées. Dans le cadre du suivi du projet, il y avait une réunion hebdomadaire, notamment avec l'ANS et avec les éditeurs, afin d'échanger sur les éventuels points de vigilance ou les dysfonctionnements. Il y avait une autre équipe projet au sein du groupe Vivalto Santé et qui rassemblait les différents acteurs des 2 établissements pilotes, donc la clinique Sainte-Marie à Châteaubriand et la Polyclinique de l'Europe à Saint-Nazaire. Et c'est une équipe projet qui suivait régulièrement un fichier de suivi en fait, avec l'avancement des différentes étapes. Et en fait, ça nous a permis de construire aussi une checklist en fait, qui servira pour le déploiement des autres établissements et qui a servi. Et puis, 2 équipes projets propres à la Polyclinique de l'Europe, donc des points hebdomadaires entre Michael, et puis entre Michael et les éditeurs, et puis une équipe projet au sein de l'établissement avec un directeur de projet, donc qui est Michael, le référent métier accueil, la responsable qualité, voilà, et autres acteurs sur le terrain. Michael, si tu veux compléter peut-être sur les équipes projet. Oui, alors sur ce slide, c'est surtout l'équipe projet qui a constitué la mise en action, avec Servan Le Toulec, notre chef de projet SI au sein de la DSI de la Polyclinique de l'Europe. Il a su mener toutes les équipes et surtout avoir ce référent métier, c'était très important dès le début. On a missionné une référente d'accueil pour analyser son processus de tous les jours à la qualification des séjours et des patients pour la prise en charge du dossier médical. Et de là, on a pu construire tout un process d'organisation autour de l'INS. Donc, cette équipe projet était importante. Référent de la JET, c'est pour la gestion ensuite des documents liés à cet INS. Le développeur JET, c'était également pour l'optimisation de ces documents. Et puis, sans oublier la partie service qualité pour l'appropriation du RNIE. Alors, dans la construction de ce projet, la GAP, donc la Web Suite, est porteur du service INSI, ce qui est un petit peu exotique dans le sens où c'est le DPI qui est créateur de l'IPP, donc créateur du séjour
quand la secrétaire décide de créer un séjour à la demande du praticien. Néanmoins, ces deux logiciels ne forment qu'un et la GAP fait l'appel à l'INSI, soit par des traits saisis dans le logiciel, ou soit par la lecture de la carte Sésame Vital. En termes d'interopérabilité, le DPI et la GAP sont en bidirectionnel, toujours sur la norme HL7 2.5, par des éléments supplémentaires avec l'arrivée de l'INSI sont venus s'ajouter à la norme 2.5. Néanmoins, on a pu voir quand même les segments d'HL7 avec l'état de validation de l'identité, s'il était provisoire ou validé. De là, nombreuses mises à jour a eu lieu tout au long du déploiement. Il a fallu requalifier en permanence l'ensemble des procédures, l'ensemble des fonctionnements logiciels, du comportement logiciel, sur l'ensemble des champs liés à l'identité et pas que, pour voir s'il n'y a pas d'effet de bord, de problématiques qu'on pourrait rencontrer, que ce soit dans l'identité et dans le séjour. Ensuite, une fois que toute la phase INSI, INS, matricule INS et les traits d'identité qualifiés sur le SIH, on a pu commencer à voir alimenter le DMP. Donc, pour ça, on n'avait pas de DMP test. Donc, je me suis créé mon propre DMP. Je me suis créé un séjour dans le DPI et on a pu créer un séjour fictif avec un médecin généraliste fictif et bien envoyer des documents, créer des documents de séjour et envoyer des documents dans mon DMP. C'est là j'ai pu voir que le DMP recevait bien, enfin mon DMP recevait bien les documents qu'on venait de construire. Et même chose par le DPI qui est porteur d'une boîte aux lettres MS Santé applicative, et bien de notre médecin test généraliste fictif, on a pu recevoir des documents en MS Santé. En parallèle, on a travaillé avec un médecin généraliste de Saint-Nazaire. On l'a mis dans la boucle des échanges pour vérifier le bon fonctionnement quand même des cabinets de ville, de la bonne réception des documents qu'on envoyait en MS Santé. Donc, on avait qualifié le DMP par réception des documents et la MS Santé par la réception des documents en MS Santé auprès des généralistes. Sur l'axe utilisateur, dans ce déroulé, clairement, il y a 5 grandes étapes. C'était, au tout début du projet, c'était informer sur le programme Mon Espace Santé, qu'est-ce que ça allait être, quel est l'avenir du programme MS Santé. Donc, on a fait beaucoup d'informations auprès des managers en comité de direction, auprès des hôtesses d'accueil, donc là, on était en avance de phase, auprès des labos et radio, centre d'imagerie. On a sollicité le président de CME pour communiquer auprès de la communauté médicale. Et de là, on a fait une soirée à thème, un staff complet, en invitant tous les praticiens pour leur faire une démonstration et une grande information autour du programme Mon Espace Santé, le projet INS, les courriers de sortie, le DMP et l'AMS Santé. De là, une fois toutes ces informations diffusées, on a commencé à dialoguer avec les principales intéressées, c'était les hôtesses d'accueil, sur la présentation de l'outil. Avec la référente accueil et puis le chef de projet système d'information, sur tout ce binôme, on travaillait sur l'optimisation du processus de l'accueil, avec l'élaboration d'un guide sur mesure, avec des imprimés écrans des 2 logiciels, sous forme de marche en avant, pour qualifier l'INS en prenant en charge le patient sans perte de temps. Les hôtesses d'accueil ont commencé à être formées par l'éditeur en premier lieu, et puis à chaque nouvelle version du logiciel, le chef de projet a continué cette démarche en les accompagnant, en modifiant le guide et en remontrant de nouveau les éléments qui avaient changé. Et une fois qualifiées, les hôtesses d'accueil formées, on a pu basculer en production. Non, merci.
Alors, la qualification de l'identité, elle se fait toujours en présence du patient. Pour lui, l'interrogation du téléservice INSI et donc la qualification de son identité, elle est transparente si tous les éléments sont réunis et qu'il n'y a pas de discordance entre les informations qui figurent sur la carte d'identité et les données qui sont retournées par la base INSI. Bien sûr, si on constate une discordance ou une anomalie, le patient en est informé, il y a un échange avec le patient. En parallèle, d'un point de vue documentaire, le livret d'accueil du patient a été mis à jour avec les mentions RGPD et l'INS. Et il est aussi rappelé aux patients par affichage dynamique sur un écran et aussi par les équipes d'accueil les pièces d'identité qui sont considérées comme documents à haut niveau de confiance. Concernant l'identito-vigilance, il a été nécessaire de revoir la charte de manière à la rendre conforme aux exigences du RNIV2. Et les procédures locales ont aussi été mises à jour à la lumière de la charte de l'établissement. Et certaines autres procédures ont pu être créées. C'est un travail qui a été fait en équipe avec la responsable qualité de l'établissement, donc Michael Gauthier, le directeur des systèmes d'information, et puis la direction qualité du groupe Vivalto Santé. Alors, les hôtesses d'accueil, elles réalisent l'appel INSI à chaque préadmission en présence du patient. Et à chaque fin de journée, elles vérifient la qualification de l'INS des préadmissions de la veille. Et ça, c'est un des points très importants puisque c'est finalement la clé du succès et c'est ce qui permet de constater aujourd'hui un taux de qualification des identités important à la Polyclinique de l'Europe à Saint-Nazaire. Concernant le macro-planning, en fait, on voit à l'écran la chronologie des grandes étapes du projet, avec un début du projet en avril 2021, la découverte du programme et les premiers échanges avec les éditeurs, une phase de test et de qualif en mai 2021 pour une mise en production à mi-juin. Et puis, fin juillet, on a pu commencer à suivre les premiers indicateurs le taux d'identité qualifiée, avec aussi la création de nouveaux modèles de courrier dans le DPI, et puis un gros travail aussi qui a été fait à la Polyclinique de l'Europe, qui est de rencontrer les praticiens sur ce sujet. Et puis, de juillet à décembre, la révision des guides d'accueil à chaque nouvelle version du logiciel en lien avec l'INS, et puis un accompagnement des hôtesses d'accueil régulier. Excusez-moi, juste sur le slide précédent. Oui. Je voulais compléter sur l'optimisation de l'outil GED. Donc, vous pouvez le voir, on a gagné 0,5 ETP. Ce qu'on a fait, c'est toujours pour ces deux circuits, circuit papier avec les étiquettes code-barre et puis l'imprimante virtuelle, on a optimisé le cartouche des modèles de documents dans les LGC et l'outil réceptacle, donc l'IA, lui vient analyser tous ces documents et faire du requêtage directement en base sur la GAP qui porte le service INS pour vérifier la bonne identité du patient et le bon séjour du patient. Aujourd'hui, on arrive à 100% de classement automatique, que ce soit venant des cabinets ou des circuits papier. Et le travail qui est fait auprès des praticiens, c'est les rencontrer afin de les amener à l'usage du DPI pour les modèles de compte rendu opératoire et les zones de sortie directement avec les bons éléments durant le séjour. Alors, difficultés rencontrées, effectivement, il y en a eu. Il y en a eu, c'est une petite liste, néanmoins, ce sont les plus importantes. Le système est porté par le serveur d'identité qui est la GAP et puis le serveur INSI qui est, pardon, le serveur d'identité qui est le DPI et le serveur INSI qui est la GAP, nous a amené de nombreuses qualifications dans l'interface et les modifications de champs d'un côté n'étaient pas forcément faites de l'autre. Donc, il y a eu un grand nombre de gestion et d'aller-retour avec les éditeurs pour qualifier l'interface. Des cartes d'identité fausses, ça on a eu. On a eu, par exemple, un Jean-Philippe devenu un Jean-Philippe, donc un J-Philippe. On avait perdu les lettres de première partie du prénom. Une inversion du nom d'époux avec le nom de naissance. On a eu ça sur la carte d'identité. L'absence de trait d'union ou avec trait d'union. L'INSI ne renvoyait pas forcément la même chose.
Des difficultés avec les prénoms usuels qui étaient calculés dans le logiciel, dans les premières montures du logiciel, depuis les prénoms de naissance. Donc, quand le séparateur était l'espace, eh bien, le Jean-Philippe devenait Jean. Donc, ça posait problème donc, en termes d'interopérabilité sur l'identité, surtout auprès du labo radio. L'historisation des codes INSEE des villes de naissance, les codes postaux ont changé donc en 1972. Donc, un patient né avant 1972, eh bien, on ne le retrouverait pas dans le. Enfin, l'INSI ne renvoyait pas son identité avec son code postal actuel. Donc, il a fallu rechercher. Donc, on a formé ce test d'accueil à chercher sur Google l'ancien code postal de la ville de naissance. Et de là, l'INSI nous répondait. Le patient ne connaissait pas forcément son jour de naissance ou son mois de naissance. On a eu ceci, on a cherché. Et effectivement, le RNIV 1 répond à cette règle qu'on apprenait. Donc, le patient qui s'annonçait être né le 1er janvier 1935, sur la carte d'identité, c'était noté XXXX 1935. Et par contre, la règle dit qu'il fallait noter le 31/12 1935 et pas le 1er janvier. Donc, il y a une autre règle quand c'est que le mois ou que le jour qui est manquant. Donc voilà, donc de là, l'INS a pu répondre après coup. Le patient né à l'étranger, surtout au début, on a eu des difficultés entre la ville de naissance ou le pays de naissance, ça n'est pas forcément l'INS. Et je gardais le meilleur pour la fin, c'est les prénoms composés tronqués. Donc là, on a eu environ, sur un échantillon de 100 patients, 3% d'anomalies, ce qui est quand même important, par retour de l'INSI. Donc Marie-Jeanne qui devient Marie, et puis Jean-Pierre qui devient Jean. Ça a créé énormément de doublons dans les bases patients sur le SIH, donc que ce soit au niveau de la radio, du labo, de l'EFS. Donc on a amené beaucoup de difficultés sur la prise en charge du patient lié à son identité, des patients qui ne comprenaient pas forcément. Et rapidement, après une réunion de crise, on est revenu en arrière sur la non-qualification de la CNI quand elle est discordante avec l'INS. Donc, depuis ce jour-là, il n'y a plus de difficultés. Néanmoins, ça nous représente toujours 3-4% d'anomalies liées à la qualification de l'INS. Alors, sur les indicateurs, on attend un tableau de bord de la part de l'éditeur pour rentrer vraiment dans le détail des différentes analyses de tableau de bord. Néanmoins, on fait quand même du requêtage. Et ce requêtage nous permet de partir sur une base où on a fait un appel à l'INSI sur l'ensemble de nos patients en préadmission. Et de là, sur le tableau de droite, sur 100% de nos appels INSI, ça correspond à 100% de nos patients, eh bien, on arrive à 4% d'anomalies de retour de l'INSI sur la période de mi-juin jusqu'au 31/12. Et grâce à ça, c'est des hôtesses d'accueil qui permettent ce travail, le fait de venir vérifier l'identité de la qualification de la veille au quotidien. Merci à tous pour votre attention. Merci à Mickaël pour tout le travail qui a été réalisé dans le cadre du pilote, ainsi qu'à toutes les équipes de la Polyclinique de l'Europe. Merci aussi à Olivier Boissière, directeur des systèmes d'information pour le groupe Valto Santé, pour la structuration du projet et pour sa confiance. Et puis, merci à l'ANS pour l'organisation de ce webinaire et la confiance accordée pour cette intervention. Et puis à Véronique Tessier, directeur général de l'établissement Polyclinique de l'Europe, qui a su nous aider dans ce programme. Merci beaucoup à vous deux. Manuela, il y a eu pas mal de questions là sur à la fois la vérification de l'identité, notamment quand est-ce que tu veux revenir dessus ou sur aussi le point là qui est posé sur toutes les principales difficultés, erreurs constatées. Alors, attends.
Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, on t'entend, Manuela. Parfait, parce que je suis désolée, mais j'ai plein de problèmes de débit là depuis tout à l'heure et c'est compliqué. Oui, je veux bien, Christelle. Donc, effectivement, hein, toutes les discordances qui ont été rapportées par que ce soit le groupe Vivalto ou les HCL, on les retrouve, nous, on les a aussi retrouvées en PACA. Et c'est pour ça qu'on a rédigé une fiche pratique, conduite à tenir en cas de discordance. Et la première partie de cette fiche pratique, elle explique finalement l'origine de ces discordances. Elle se veut pédagogique. Alors, elle n'est pas très simple, hein, c'est vraiment à l'usage des référents en identité-vigilance, certainement pas des personnels de premier niveau, mais ça vous permet de comprendre. Et ce que j'ai envie de vous résumer là très rapidement, c'est que déjà, il y a des discordances qui peuvent être dues tout simplement à l'interprétation du retour du téléservice par votre logiciel. Et c'est un peu ce que vous nous décriviez là, en disant j'avais Jean espace Claude espace Pierre, et puis mon outil a décidé que le prénom, le premier, c'était Jean, mais c'était peut-être Jean espace Claude. Et ça, c'est vraiment un problème de logiciel. Et ça, normalement, avec les versions DSR, ça doit disparaître. Après, effectivement, il y a des discordances entre l'INS et la pièce d'identité, parce qu'il y a des erreurs, que ce soit quand on fait une pièce d'identité ou des erreurs dans la base d'identité qui contient les identités nationales de santé. Ces erreurs, on les trouve plus pour les patients âgés et on les trouve plus aussi pour les patients nés à l'étranger. Elle concerne effectivement les codes des lieux de naissance. Pourquoi? Parce que les règles de gestion des deux bases sont différentes. Et effectivement, comme vous l'avez bien dit, il y a des communes en France qui changent de code commune, hein, ne serait-ce que par des réorganisations. On peut prendre en région parisienne l'exemple de la réorganisation en 1968. Il y a aussi des pays qui changent de code pays, parce qu'il y a des pays qui disparaissent, il y a des pays qui apparaissent. Et aujourd'hui, les logiciels ne gèrent pas d'historique de code commune ou pays. Ils pourront gérer des historiques de code commune. Par contre, il paraît très compliqué de gérer des historiques de code pays. Alors, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Si ça vous intéresse, vous verrez ça dans la fiche. Maintenant, une discordance sur un code du lieu de naissance qui s'explique parce que la commune a changé de code, tout ça. Moi, alors je vous donne l'avis de la région PACA, hein, et ça n'est que des conseils et des préconisations qui sont dans cette fiche, mais pour nous, ça ne doit pas empêcher la qualification de l'INS. L'usager n'y est pour rien si, quand il est né, sa commune était dans le département 75 et que maintenant, elle est dans le 92. Il ne faut pas qu'il en pâtisse. D'autant plus que finalement, quand il revient dans votre établissement, on ne va pas le chercher par son lieu de naissance. Par contre, quand on a une discordance sur des traits qui sont utilisés pour la recherche lors d'une venue ultérieure du patient, et c'est ce que vous avez dit, monsieur, il faut faire attention parce que le risque, c'est de créer un doublon, si on accepte de remplacer l'identité, de créer un doublon lors d'une venue ultérieure. Et toute la conduite à tenir qu'on propose dans cette fiche, elle est basée sur deux choses. L'usager ne doit pas être pénalisé finalement parce qu'il y a eu des évolutions géographiques en France. Deux, l'établissement ne doit pas être pénalisé par quelque chose qui entraînerait la création de doublons. Donc, c'est un compromis. Ce sont des conseils. Ce qu'on retrouve aussi, donc là je viens de vous parler des lieux de naissance, je fais vite, il y a effectivement pas mal de discordances sur les prénoms. Alors quand je dis pas mal, nous sur une étude qu'on a fait en PACA, on est tombé sur à peu près 5% de discordance entre l'INS et l'identité de la pièce d'identité, avec des erreurs, que ce soit sur la pièce ou sur l'INS. Il n'y a pas de règle, on ne peut pas dire que c'est toujours sur la pièce d'identité ou sur l'INS, il n'y a pas de règle. Donc, la deuxième cause de discordance, c'est les prénoms, effectivement. Alors, nombre de prénoms qui peuvent être différents. Présence de tirets sur un prénom, sur la pièce d'identité, par exemple, et d'un espace dans l'INS ou l'inverse. Pour les usagers qui sont nés à l'étranger, les discordances sont un petit peu plus fréquentes et on en voit d'autres types aussi, type inversion de nom et de prénom, par exemple, c'est-à-dire Sophia, prénom Maria sur la pièce d'identité, et dans l'INS, Maria, prénom Sophia.
évidemment, ce type de discordance, le nom de naissance est différent et on ne conseille pas du tout de récupérer l'INS, on conseille de travailler avec une identité locale. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil, hein, on le partage bien volontiers et ça peut vous servir comme support finalement pour faire vos propres procédures internes. Merci beaucoup, Manuela. Il y avait une question pour le groupe Vivalto. Est-ce que vous prévoyez une démarche de mise en œuvre de l'établissement, par région en 2022? Comment vous allez déployer dans l'ensemble de vos structures? Oui, alors effectivement, c'est plutôt une stratégie de déployer par établissement ou par petit groupe d'établissements, donc soit par territoire ou soit par taille d'établissement. Mais oui, effectivement, par petit groupe d'établissement, c'est certain. Très bien, merci. Alors, on a terminé pratiquement. Je veux bien le slide. Voilà. Simplement, peut-être. Donc, merci à tous les intervenants. C'était très intéressant et merci d'avoir partagé votre tour d'expérience. Simplement, en termes de conclusion, pour rappeler à tous que l'ANS et puis avec la contribution très active de l'ensemble des régions a produit toute une série de documents, à la fois des guides d'accompagnement, des documents de communication, à l'attention de l'ensemble des structures et en particulier du secteur sanitaire. On a également produit des vidéos que vous pouvez à la fois utiliser vous-même pour faire la promotion de l'INS, mais également pour partager. Il y a aussi des retours d'expérience d'établissements. Donc, je disais en introduction qu'on avait publié ce matin une interview du CHU d'Angers. Il y en aura d'autres au cours de la semaine. Donc, n'hésitez pas à aller chercher l'information et sur notre site et sur les réseaux sociaux. Un grand merci. Vous étiez très nombreux aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt.